Bonjour à tous. Chapitre de théorie sur les tolérances géométriques. Maintenant, on va parler du chapitre 4, les symboles modificateurs. Donc, il va y avoir quelques symboles modificateurs qu'on avait déjà mentionnés, qui vont nous aider à différentes tâches pour faire le tolérancement géométrique des pièces. Maintenant, on va se concentrer dans le cours de tolérance sur quelques symboles. Donc, les plus utilisés, c'est le symbole modificateur M, qui signifie principe au maximum de matière. Et aussi, un peu plus tard, on va parler du symbole modificateur P, qui va nous donner une façon de coter les pièces qui va être un peu particulière et qui va nous aider dans certains cas. Donc, pour le chapitre 4, on va parler du symbole modificateur M au maximum de matière. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que ça signifie le principe de maximum de matière. Dans le fond, lorsqu'on a une pièce qui est tolérancée, avec des dimensions, il va y avoir des dimensions extérieures, des dimensions intérieures. Donc, dans l'exemple qu'on vous donne ici, vous avez des dimensions extérieures qui sont données en exemple. Sur cette pièce-là, on a une dimension extérieure qui est à 22 plus 0 moins 0,05. Donc, le maximum de matière, ce que ça représente, c'est lorsque la pièce va être dans un état où elle a le plus de matière. Donc, là où il y a le plus de matière, c'est lorsque vous allez avoir la pièce la plus grosse possible. Donc, euh, lorsque c'est une mesure extérieure, ça va être le chiffre le plus gros possible. Et lorsqu'on va avoir une mesure intérieure, comme dans le deuxième exemple qu'on a ici, le maximum de matière, c'est lorsqu'on va avoir le trou le plus petit possible. Donc, c'est lorsqu'on va avoir le maximum de la matière. Le plus de volume dans la pièce, c'est que lorsque les trous sont les plus petits. Donc, si je vous donne comme exemple la pièce suivante, pour une mesure extérieure, le maximum de matière pour cette pièce-là va être à 22 mm. Deuxième exemple, lorsque j'ai un trou qui est percé dans une pièce, le maximum de matière, c'est lorsque on a le plus petit alésage ou la plus petite rainure possible. Donc, dans l'exemple que je vous donne présentement, le maximum de matière, c'est quand la mesure est à 8,1 mm. Pourquoi est-ce que ça va être important de savoir qu'est-ce que le maximum de matière? C'est que dans ces certaines conditions-là, on va pouvoir utiliser la valeur des dimensions pour nous donner un avantage au niveau de l'inspection des pièces. Donc, quel type de tolérances géométriques vont pouvoir être améliorées grâce au principe de maximum de matière? Bien, c'est les types de tolérances qui vont avoir des des surfaces de référence, donc les perpendicularités, parallélisme, inclinaison. Ça, c'est les tolérances d'inclinaison ou avec des angles. Et on a aussi les tolérances de position, comme la localisation, la coaxialité et la symétrie. Donc, ce bonus-là qu'on va aller chercher, cette amélioration-là des mesures de tolérance géométrique, euh, c'est un avantage qu'on va avoir qui va nous permettre d'accepter plus de pièces. Des pièces qui seraient normalement refusées en métrologie. Grâce à ce bonus-là, on va être capable d'aller chercher certaines pièces qui normalement auraient dû être rejetées et on va les accepter. Il y a des fois où ça ne fera pas une grande différence, mais il y a des fois où ça va vraiment être important et ça va faire une grande différence. Donc, si un élément géométrique, que ce soit une rainure, un trou, un diamètre extérieur, peu importe, si cette dimension-là n'est pas au maximum de matière, donc on peut utiliser la différence entre la mesure réelle qui a été prise en métrologie et le maximum de matière. Et cette différence-là, je vais pouvoir l'ajouter directement sur la tolérance de ma mesure. Donc ce chiffre-là qui est ici. Donc supposons que j'ai un bonus de 0,02. Je vais pouvoir l'additionner au 0,02 que j'ai déjà dans ma perpendicularité. Et je vais me retrouver avec une possibilité d'accepter des pièces qui ont des défauts de perpendicularité qui pourraient aller jusqu'à 0,04. OK?
Donc, comment on va calculer ça? On va le voir en exemple un peu plus détaillé. Donc, très important en commençant, il faut savoir que sur les tolérances géométriques, si je n'ai pas le symbole M, comme ça, eh bien, je ne peux pas utiliser le principe de maximum de matière. Donc ça, c'est au concepteur de choisir s'il veut le mettre ou pas, parce qu'il y a certaines situations où ça pourrait créer certains petits problèmes. Donc, première chose qu'il faut comprendre, on va se poser la question, c'est quoi le diamètre au maximum de matière pour cet exemple-là? Donc, on a besoin de connaître la tolérance du perçage. Donc, c'est de 20 plus 0.04 moins 0. Donc, lorsque j'ai un trou percé, le maximum de matière, quand est-ce que j'ai le plus de matière sur ma pièce? C'est quand le trou est le plus petit possible. Donc, mon maximum de matière ici, mon diamètre au maximum de matière, c'est 20 mm. Je m'excuse pour le millimètre. Donc, dans cet exemple-là, pour calculer le bonus, ça va être très simple. Dans le fond, il va y avoir un bonus différent sur chacune des pièces qu'on va vérifier en métrologie. Donc, si vous avez 25 pièces à vérifier, les 25 pièces vont avoir des diamètres différents, donc mesurés, supposons, au micromètre intérieur. Et puis, je vais devoir calculer le bonus pour chacune des pièces. Donc, si dans l'exemple qu'on vous donne ici, j'ai un diamètre de 20.02, à ce moment-là, je vais devoir prendre le diamètre intérieur réel, mesuré, dans mon exemple ici qui est à 20.02, et je vais devoir soustraire le diamètre au maximum de matière, qui est à 20. Donc, je vais avoir un bonus de 0.02 mm. Donc, quel impact que ça va avoir? Donc, si je regarde ici, selon le principe, on va additionner le bonus à la tolérance de perpendicularité qui est déjà mentionnée ici, dans ma tolérance. Donc, le bonus, la tolérance de perpendicularité va devenir ma tolérance d'origine, donc mon IT, mon intervalle de tolérance que j'avais au début, plus mon bonus, ce qui va me donner ma nouvelle tolérance de perpendicularité. Donc, quel impact que ça peut avoir sur ma production? C'est là que vous allez voir que ça peut être très important. Eh bien, si on regarde le graphique qui est ici, on peut accepter vraiment beaucoup de pièces de plus en tenant compte de ce principe-là. Parce que les pièces ne sont pas toujours faites au maximum de matière, donc à la dimension la plus difficile à fabriquer. Souvent, les pièces vont être faites au milieu de la tolérance, ce qui va me permettre de gagner un peu en intervalle de tolérance de perpendicularité. Donc, vous le voyez sur le graphique ici. Grâce à mon bonus, j'ai une possibilité d'ajouter toutes ces pièces-là qui seraient contenues dans une zone, dans le fond, ce qui est représenté ici, ça représente toutes les pièces de plus que je vais pouvoir accepter. OK, donc ça à la base ici, c'est mes pièces normales que je ne tiens pas compte du bonus de maximum de matière. Donc, toutes les pièces qui mesurent entre 20 et 20.04 sont acceptées. Et tous ceux qui ont une tolérance de perpendicularité de 0 jusqu'à 0.02 ici. Maintenant, ceux qui sont plus hautes que ça, en termes de perpendicularité, donc ceux qui ont plus de défauts de déformation, d'orientation du perçage, ben, ils peuvent être refusés ou ils peuvent être acceptés, tout dépendant de ce que je vais avoir comme diamètre. Donc, si j'ai un diamètre qui est à 20.02, comme dans mon exemple, je peux me permettre d'ajouter de la tolérance de perpendicularité. Donc, ça me permettrait d'accepter des pièces qui sont jusqu'à 0.04. Donc, c'est ça le principe de fonctionnement du maximum de matière. Donc, nous, ce qu'on va avoir à faire avec ça, c'est qu'on va devoir surtout calculer des positions de perçage. Donc, toutes les positions de trous, c'est ça qu'on voit le plus souvent. Donc, la tolérance de localisation, la tolérance de positionnement, c'est la même. C'est le même, deux noms pour la même chose. On va s'en servir beaucoup de ce principe-là. Donc, dans cet exemple-là, je vais vous montrer, dans le fond, deux pièces qui vont être utilisées pour faire un assemblage. Donc, la première pièce qui est du côté gauche, c'est une plaque percée avec des trous. Et la pièce du côté droit, c'est une plaque avec des goupilles. Donc, le but de l'assemblage, c'est de les faire assembler l'une avec l'autre. Donc, pour ça, je dois respecter certaines mesures, certaines tolérances.
Et sur le dessin que j'ai présentement, je m'assure d'avoir 100% des pièces qui vont fonctionner ensemble si je respecte les tolérances. Donc la première tolérance qui est importante ici, c'est la tolérance du diamètre des trous, donc 2,8 plus ou moins 0,6, et ça va se représenter sur mon graphique dans le bas comme étant la largeur euh, du côté, là, donc sur l'axe des X de mon graphique. Maintenant, la deuxième pièce, j'ai un diamètre découpé qui est de 2,4 plus ou moins 0,6 et c'est représenté aussi dans cette zone-là de mon graphique. L'autre mesure importante, c'est la position des trous. Et ici, je travaille avec du dimensionnel. Donc, à plus ou moins 0,05 en X et en Y. Ce que ça va me donner, c'est une zone rectangulaire que je vais avoir dans mon graphique qui va représenter la position des trous. Donc, cette zone-là ici. Même chose pour l'autre côté. Maintenant, ce qu'on veut faire dans cet exemple-là, c'est vous présenter une comparaison de plusieurs façons de coter les pièces. Donc, la première méthode qu'on vous explique ici, c'est la méthode traditionnelle, que je pourrais dire, qui existe depuis très très longtemps, que vous connaissez. Donc, c'est positionner les trous avec des dimensions tolérancées juste au niveau des mesures, donc c'est tolérance dimensionnelle. Donc, ce qu'on voit, c'est que la zone d'acceptation des pièces, donc c'est cette zone-là ici, mesure une certaine surface. Et je vais avoir une zone ici qui est un peu différente, dans le sens que j'ai comme une zone supérieure ici qui pourrait être acceptée. Et on va comprendre pourquoi tout à l'heure, je vais en reparler de cette zone-là. Donc, c'est ça. Si je respecte ces mesures-là, on voit que la zone d'acceptation est quand même pas très grande. Maintenant, deuxième façon de faire, si je compare à une autre version, c'est la version où vous allez avoir une tolérance géométrique de positionnement. La tolérance de positionnement, elle va utiliser un intervalle de tolérance qui est de 0,14 et puis je vais avoir un diamètre de 2,8 plus ou moins 0,6. Le diamètre est pareil comme celui que j'avais dans l'autre exemple. Donc ce que ça fait, c'est que ça me donne un axe des X sur mon graphique qui n'a pas changé. C'est la même chose. Sauf que en termes de hauteur, ici, pour le positionnement, j'ai plus de permission pour accepter les pièces. Donc, dans le fond, pour comparer les deux graphiques différents ensemble, les deux façons de coter différentes, si j'utilise, retenez ça, là, si j'utilise une tolérance de positionnement plutôt qu'une tolérance dimensionnelle, ça va me permettre de gagner toute cette zone-là ici, que je vais avoir de plus. Toute la zone supérieure du graphique, c'est pareil aussi pour le côté goupille. Je vais regagner toute cette zone-là ici. Pourquoi? Mais c'est facile à comprendre dans le fond. Si on regarde le graphique suivant, c'est que normalement, lorsque je vais coter avec des tolérances dimensionnelles, je vais avoir une zone de vérification, une zone de tolérance sur la position des trous qui va être carrée, comme ceci. Donc cette zone-là va mesurer 0,5 en X, 0,5 en Y, et même chose aussi dans l'autre direction. Ce qui fait que ça me donne un carré qui mesure 0,1 par 0,1 de dimension. Donc la surface du carré euh, est quand même assez réduite. Le problème que ça amène, c'est que si je mesure dans cette direction-là, ou dans cette direction-là, j'ai une mesure de 0,5. Si je mesure en diagonale la distance qui me sépare du centre précis ou le centre parfait du trou, donc la mesure diagonale est plus longue que la mesure en ligne droite, soit verticale ou horizontale. Donc il y a un peu un illogisme là-dedans, parce que, tout dépendant où la position du trou va se retrouver, il peut être plus ou moins loin, mais être accepté quand même. Donc c'est un peu un problème. Euh, donc ce qu'on va faire, c'est que si on utilise, je vais juste effacer la partie que j'ai faite ici. Donc si j'utilise une tolérance géométrique plutôt qu'une tolérance dimensionnelle, ben à ce moment-là, si je vais arriver à la même distance ici, en diagonale,
c'est ce qu'on vous représente ici par l'hypoténuse, je vais me trouver à avoir un cercle qui mesure 0,14 de diamètre et non pas 0,10. Donc la différence que ça fait, dans le fond, c'est que j'ai toutes ces zones-là ici de plus, tout le tour. C'est comme si j'additionnais une certaine permission de plus pour accepter encore plus de pièces, mais que le fonctionnement soit encore aussi bon. Et ça, en bout de ligne, ça peut représenter une différence énorme. Donc ici, on parle d'une augmentation de la tolérance de position par 57% de plus. Donc ça veut dire qu'on peut accepter 57% de plus de pièces. Donc c'est vraiment énorme en termes de profit dans une compagnie. Ça peut faire la différence entre faire faillite puis avoir un succès en affaires. Maintenant, je vais vous présenter une autre solution qui est encore meilleure. C'est la solution où on va utiliser la position, tolérance géométrique de position, avec un IT de 0,14. Cette fois-là, on va rajouter le maximum de matière. Et on va le faire aussi pour les goupilles. Le graphique que ça va vous donner, les dimensions sont exactement pareilles comme l'autre exemple que je vous ai donné avant. La seule différence, c'est le maximum de matière qui a été rajouté. À ce moment-là, ce que ça va faire, c'est qu'on va rajouter toute la zone qui est ici, en utilisant le principe du bonus que je vous ai expliqué un petit peu avant. Donc, ces deux zones-là qui représentent vraiment une grosse augmentation au niveau de la quantité de pièces que je vais pouvoir accepter. Donc ça, c'est encore plus de pièces. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire comme principe. Et on ne peut pas se passer de ça dans l'industrie parce que, comme je vous expliquais, là, ça fait vraiment une grosse différence au niveau de la productivité des pièces. Maintenant, je vous présente une dernière option, mais celle-là est vraiment extrême parce que là, on va venir optimiser au maximum les dimensions. Pour réussir à faire ça, on va devoir changer les tolérances des perçages. Donc ici, on voit que les mesures de dimension des trous, des diamètres, ont changé pour les goupilles et pour les trous. Et je suis venu chercher toute la zone en X ici pour le diamètre. Donc je vais avoir des trous qui vont aller de 2,6 jusqu'à 2,86 pour les alaisages et de 2,6, c'est-à-dire de 2,34 à 2,6 pour les goupilles. Ce que ça implique ici comme problème, c'est qu'il va y avoir une pièce de temps en temps qui va arriver avec aucun jeu. Donc on va avoir, pour certaines combinaisons de pièces, ça va peut-être être une pièce sur 10 000, une pièce sur 1000, que si je prends un assemblage, je les mets ensemble, et ça va être trop serré. Okay? Il va peut-être manquer de jeu pour certains assemblages. Mais comme c'est une pièce sur X 1000, ben, à ce moment-là, l'entreprise peut décider d'y aller quand même, puis avec des contrôles statistiques, peut dire, OK, j'ai pas beaucoup de chances que ça arrive, donc on y va avec cette solution-là, quitte euh, à refuser une pièce de temps en temps. Donc, ça me permet d'agrandir beaucoup la zone d'acceptation des pièces. Et en plus, ce que j'ai changé dans la deuxième version, c'est que j'ai une tolérance de position qui est à 0. Même principe pour les goupilles. Donc, qu'est-ce que ça implique, une tolérance de position à 0? Ça implique que j'ai aucun jeu possible sur mes positions. Ça veut dire que les trous ils doivent être percés parfaitement à chaque fois. On comprend que c'est plus ou moins possible, dans le sens que c'est avec des machines normales, peu importe la précision, ce ne sera jamais possible d'arriver à 0 de position des trous. Ce qu'on va faire pour se sauver du pétrin, c'est d'utiliser le maximum de matière. Donc, si je n'avais pas le maximum de matière ici, je ne pourrais pas faire ça. Donc, le maximum de matière pour les trous et les goupilles vont me permettre d'aller chercher du positionnement jusqu'à 0,26 de tolérance, tout dépendant des diamètres que je vais avoir. Et même principe pour les goupilles, je vais aller chercher l'ensemble du triangle ici, je vais venir combler toute la zone. Ça, c'est vraiment le cas le plus extrême où je vais aller optimiser le plus possible le positionnement des trous pour accepter le plus de pièces possible. Peut-être juste une petite parenthèse avant de passer à cette étape. Ici, si vous mettez des tolérances de position à 0,
Je trouve que c'est plus ou moins une bonne idée, dans le sens que dans l'entreprise, les gens risquent de ne pas comprendre pourquoi vous faites ça et ça va soulever beaucoup de questions. Donc, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être dérangées, donc il va y avoir beaucoup de questions qui vont se poser. Puis éventuellement, il va y avoir une perte de productivité plus qu'un gain. Donc, si c'est vraiment essentiel, oui, là, mais sinon, on va se garder une petite gêne pour les zéros, là, pour pas effrayer personne avec ça. OK. Dernière étape de mon cours, c'est de vous expliquer comment on va faire le calcul des tolérances de position avec bonus au maximum de matière. Puis là, je vais vous donner vraiment un exemple détaillé. On va avoir une procédure à suivre, chaque étape de calcul. Donc, j'ai essayé d'organiser ça pour que ce soit facile pour vous de bien comprendre toutes les étapes. Donc, première chose, vous sachez que ça va se faire en 3 étapes. Premièrement, on va vérifier le diamètre de l'alésage. On va se poser la question, la pièce que je vérifie, est-ce que le trou, premièrement, est au bon diamètre? Donc, si le trou est en partant sur votre pièce, je ne vérifie pas nécessairement les positions en partant, je vérifie les diamètres pour commencer. Si mon diamètre est hors des tolérances, ça ne me donne rien de vérifier les positions, la pièce est refusée. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va vérifier la position de l'alésage. Donc, on va se faire un calcul très simple avec l'hypoténuse et on va aller chercher si le trou a une position qui est acceptable selon la tolérance de position qui est donnée sur mes dessins. Advenant le cas où la tolérance n'est pas acceptée, je vais devoir continuer à la 3e étape et je vais pouvoir utiliser le bonus de maximum de matière si c'est disponible. Donc à la 2e étape, si j'arrive à une bonne position qui est acceptable dans les tolérances sans utiliser le bonus, la pièce est acceptée directement. Sinon, je dois passer à l'étape suivante, l'étape numéro 3, et j'ai une dernière chance de faire accepter ma pièce. Pour faire la démonstration, on va utiliser l'exemple suivant. Donc, je vous fournis un dessin de détail. Donc, le dessin de détail, vous allez avoir la tolérance du perçage, qui est à 15 plus 0,3 moins 0,3. Vous allez avoir une tolérance de position à un diamètre de 0,6 et on va utiliser le maximum de matière. Remarquez que pour la position ici, j'ai besoin d'identifier quelles sont mes références. Donc, quand je vais vérifier ma pièce, je vais venir m'appuyer en premier sur la surface A, qui va être à l'arrière de ma pièce, on le voit ici. Pourquoi j'utilise cette surface-là? Habituellement, c'est parce que c'est la plus grande surface de ma pièce. C'est elle qui va donner le plus de stabilité à ma pièce dans mon montage. Et aussi dans l'utilisation, c'est que c'est cette surface-là qui va être en contact avec d'autres objets dans mon assemblage. L'autre surface de référence que je vais avoir, la surface B, qui est ici. Donc la surface B, c'est la 2e surface. C'est une surface qui est plus longue, donc ça va être un appui, on l'appelle l'appui linéaire, donc c'est l'appui secondaire. Et je vais avoir le 3e appui, l'appui C. Donc ces surfaces-là sont très importantes. Il faudra que je vérifie toujours la pièce dans la même position, appuyée sur les mêmes surfaces. Donc ce que ça me donne aussi, c'est que je vais avoir des mesures absolues, comme le 20 mm qui est ici, et le 25, qui vont être cotés par rapport à ma référence B et ma référence C. Donc ça, c'est quand même important. On dénote aussi que la référence ou la mesure, c'est-à-dire 35, n'est pas appuyée sur une surface de référence, mais ça revient au même que de dire que je vais avoir 55 global. Parce que c'est des mesures parfaites, c'est des mesures absolues, et ces mesures-là peuvent être additionnées directement. Donc j'aurais pu avoir un 55 ici, ça aurait donné exactement la même chose. OK? C'est pas une erreur. Maintenant, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va regarder le dessin de la pièce mesurée. Donc, on voit que la pièce mesurée ici n'est pas parfaite, on a des surfaces un peu bizarres, donc ça correspond à une réalité exagérée un peu. Les mesures nous sont données en métrologie, donc on mesure un diamètre de 15 pour le trou percé. On va regarder seulement que le premier trou pour notre exemple. On va avoir aussi un décalage au niveau de la précision de la position des trous. Okay? Donc le premier trou ici, il y a un décalage en X de 0,2
et un décalage en Y de 0,42. Donc, comment on va se servir de ces mesures-là pour vérifier si ma pièce est bonne ou refusée? Donc, c'est là qu'on va utiliser notre méthode étape par étape. Premièrement, on va vérifier si le diamètre est bon. Donc, si le diamètre est bon, tant mieux, on passe à l'étape 2. Sinon, si la pièce, le diamètre n'est pas bon, on va refuser la pièce. Et le problème, normalement, devrait s'arrêter là. Donc, on devrait refuser la pièce. Dans nos exercices, moi, plus tard, je vais vous demander de faire quand même la démarche pour s'assurer que vous avez bien pratiqué et que vous comprenez bien le processus. Maintenant, pour notre exemple, on a un alésage qui doit varier selon la mesure qu'on a ici, à 15 plus ou moins 0,3. Donc, je dois avoir un diamètre qui varie de 14,7 à 15,3. Avec un diamètre de 15 mm, je suis pas mal au milieu de mes deux tolérances. Donc, mon alésage est accepté. Ça, c'est l'étape facile. Maintenant, deuxième étape. Si mon alésage est accepté, je dois vérifier sa position. Donc, comment vérifier la position? Moi, je vous recommande au début, pour les premières fois, de tracer un diagramme comme ça, en XY, qui va nous donner une vue agrandie du centre du trou. Et là, on va avoir une cible. Cette cible-là, elle va avoir un diamètre qui correspond à l'intervalle de tolérance de la position. Donc, dans mon exemple, j'avais un intervalle à 0,06. Et puis, je ne vais juste pas me tromper, là, je pense que c'était 0,6 ou 0,06. On va le voir tout à l'heure de toute façon. Et puis, ça va devenir le diamètre de ma cible. Ensuite, je vais dessiner mes points en XY qui correspondent à la mesure réelle de mon trou, à la position réelle du trou. Donc, je vais avoir un décalage. Ce décalage-là, ça va être le delta X, le delta Y, et ça va me permettre de positionner mon perçage. Donc là, on va essayer de le faire le plus à l'échelle possible. Ce n'est pas un concours de précision, c'est plus pour visualiser le résultat. Donc, ça va me donner une position en XY. Je vais calculer l'hypoténuse à partir de ça. Et je vais comparer mon hypoténuse avec le rayon de la zone de tolérance. Donc, le rayon, ça va être le IT sur 2. C'est ce qu'on voit ici. Donc, il faut travailler avec la moitié de l'intervalle de tolérance parce que c'est juste le rayon qu'on a besoin de comparer. Si mon hypoténuse est plus courte que le rayon du IT, à ce moment-là, ma pièce va être acceptée. Si l'hypoténuse est plus grande, la pièce n'est pas refusée tout de suite. On va avoir une dernière chance de se reprendre à l'étape 3. Donc, pour notre exemple, comme je vous avais expliqué, on a ici un intervalle de tolérance de 0,6 au maximum de matière pour la position. Je trace mon diamètre ici de 0,6. Ça correspond à mon IT, comme ceci. Et puis, c'est un diamètre. Donc, il ne faut pas oublier tout à l'heure que je vais devoir diviser ça par 2. Donc, pour tracer mes points, je vais placer en Y le delta X. Et dans cet exemple-là, le delta X m'est donné directement. C'est la différence de position. Ça pourrait arriver dans certains problèmes que plutôt que de vous donner 20 avec un 0,02 de décalage, mais qu'on vous donne directement ici la mesure à 19,8. Ça aurait été la même chose. Donc là, il aurait fallu soustraire, dans le fond, aux 20 mm, j'aurais soustrait mon 19,2 et ça m'aurait donné mon delta X. Comme ceci. Donc, le petit graphique, au début, on va le faire pour bien visualiser ce qu'on fait, mais par la suite, vous pourrez laisser tomber le petit graphique. C'est vraiment plus pour vous faire une image mentale du calcul qu'on fait. Donc, dans mon exemple ici, j'ai 0,2 de décalage en X et 0,42 en Y. Si je fais le calcul de l'hypoténuse à partir de ça, donc mon hypoténuse va être égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré. C'est des deltas, bien sûr. Il
faudra pas mettre les chiffres complets là-dedans. Okay? Si vous mettez la mesure complète qu'on avait tantôt, là, supposons 19,8, là, si vous mettez ça là-dedans, ça ne marchera pas. Ici, ça prend absolument les deltas. Donc, je vais rajouter le petit triangle ici en avant, juste pour vous montrer que c'est vraiment le delta que ça nous prend. OK. Donc, cette mesure-là de l'hypoténuse doit être plus petite que notre rayon du diamètre, le rayon du cercle qu'on a là. Si l'hypoténuse est plus petite, c'est accepté. Si l'hypoténuse est plus grande, c'est refusé. Dans mon exemple, j'avais 0,2 et 0,42 au carré. Si je fais le radical de ça, ça me donne 0,46 mm. Je fais ma comparaison et ici, ça me donne 0,46 et c'est plus grand que 0,6 divisé par 2, ça donne 0,3. Donc, ça me donne un résultat qui est refusé. Donc, je suis vraiment à l'extérieur et on le voit ici très bien, là, que on pouvait deviner que ça s'en venait, là, que ce serait refusé. Maintenant, il me reste une dernière étape. Il ne faut pas canceller la pièce tout de suite. Dans ma dernière étape, je vais vérifier la position en tenant compte du principe de maximum de matière qu'on a vu dans les exemples précédents. Si le diamètre de la pièce est au maximum de matière, donc ça veut dire que si la pièce est déjà au diamètre le plus petit, à ce moment-là, le maximum de matière, j'aurai pas de jeu. Donc, je ne pourrai pas m'en servir. Je ne peux pas avoir de bonus à ce moment-là. Donc, on va le calculer pour être sûr. Donc, ici, ma mesure est à 15 plus ou moins 3, ce qu'on a là. Donc, pour un alésage, le maximum de matière arrive quand le diamètre est au plus petit. Donc, dans mon exemple ici, le diamètre le plus petit, je vais l'appeler diamètre M, au maximum de matière, va être de 14,7 mm. Mon diamètre réel, qui est mesuré, est à 15. C'est plus grand que 14,7, donc c'est OK. Je peux utiliser le maximum de matière comme bonus que je peux rajouter sur ma position. Donc, comment on va faire le calcul après ça? Eh bien, on va calculer la différence qu'il va y avoir entre le diamètre réel et le diamètre minimum dans ce cas-là, parce que c'est un trou percé. Si ça avait été un arbre ou une goupille, par exemple, ça aurait été le diamètre maximum. Donc, le bonus au maximum de matière va être égal au diamètre réel moins le diamètre au maximum. Dans mon exemple, ça donne 15 moins 14,7, ce qui me donne 0,3 mm de bonus. Qu'est-ce que je fais avec ce bonus-là une fois que je l'ai calculé? Eh bien, on va l'additionner à l'intervalle de tolérance pour la position ou localisation, c'est la même chose. Donc, directement ici, mon intervalle corrigé, que je pourrais appeler, ou mon intervalle au maximum de matière, ça va être le IT de base, plus mon bonus au maximum de matière. Donc ça va me donner, ça va agrandir mon cercle de tolérance. C'est direct. Donc j'avais 0,6 de diamètre au début, je vais rajouter 0,3, ça va me donner 0,9 de diamètre. Donc on le voit ici corrigé dans mon dessin. C'est plus ou moins précis, c'est plus pour vous donner un ordre de grandeur. Donc ici, le diamètre est à 0,9. Ça veut dire que le rayon ici va donner 0,45, si je sais bien compter, là. Donc le rayon devrait être égal à IT sur 2, donc 0,9 divisé par 2. Ça devrait me donner 0,45. Donc on voit tout de suite que ça devrait sortir du cercle. Donc ici, je l'avais mis là, un peu exagéré. Faisons le calcul pour être sûr. Donc, dans notre exemple, l'hypoténuse qu'on avait calculée, c'est encore la même. Ça ne change pas. Ça me donnait 0,46. Et mon IT corrigé, donc mon IT au maximum de matière ici, c'est 0,9 divisé par 2, ça donnait 0,45. Donc, c'est plus grand encore. Ça veut dire que ma pièce est refusée quand même. Okay? Donc, je ne pourrais pas utiliser, en fait, je peux vérifier avec le bonus, mais le bonus n'est pas suffisant pour faire accepter la pièce dans cet exemple-là, donc la pièce serait refusée. Dans les exercices, je vais vous demander de continuer quand même
S'il y a 2 trous à vérifier, 3 trous à vérifier dans l'exercice, je vais vous demander de faire les autres quand même, puis de les mettre dans le travail. Même si on sait que la pièce est refusée, parce que je veux qu'on s'en serve pour faire une bonne pratique. Donc, si on cancelle des pièces à partir du moment où il y a quelque chose qui est refusé, ben, on vient couper nos exercices qu'on a à faire qui vous permettent de pratiquer et que vous soyez bon pour faire un bon examen après ça. OK? Donc, toujours l'objectif, c'est de se pratiquer pour l'examen. Donc, c'est ça que je vous explique dans le bas. Maintenant, vous serez rendu à faire un peu de pratique. Je vous ai préparé l'exercice numéro 9 qui va être disponible sur la plateforme Team. Donc, l'exercice 9, vous allez avoir à faire des calculs de maximum de matière. C'est un travail formatif qui va compter pour 2 points. Vous avez 3 périodes qui est prévues en gros pour faire ça, donc à peu près 3 heures. C'est pas si long que ça. Les données de problème, ce qu'on va avoir habituellement, c'est un dessin de détail qui donne toutes les dimensions nécessaires, les tolérances à respecter. Et vous avez aussi un dessin qui vous donne les mesures prises sur une pièce. Par exemple, dans le premier exemple, j'ai 2 trous percés. On vous donne directement les deltas, comme dans l'exemple qu'on a fait. En fait, le premier trou, c'est l'exemple qu'on a fait. Le deuxième, vous devrez le compléter par vous-même. Les diamètres sont différents pour le deuxième trou, etc. Les positions aussi. Et vous allez devoir me dire si le deuxième trou est accepté. Ensuite, je vous demande de fournir les calculs détaillés. Donc ici, c'est important que vous preniez le temps d'écrire ce que vous faites. Il y a moyen de détailler ça dans Word pour que ce soit clair, que ce soit bien présenté. Puis l'idée là-dedans, c'est pas de vous faire travailler pour rien, c'est parce que je veux être capable, si vous avez fait des erreurs, je veux être capable de comprendre où sont vos erreurs, pouvoir vous dire, ben là, essayez de faire attention à telle ou telle chose, de vérifier ce qui n'a pas bien été. Si vous ne mettez pas de calcul, juste des réponses, je ne peux pas vous aider. Donc, ça va être bon, ça va être mal, mais arrangez-vous avec le problème. Donc, prenez la peine de détailler comme il faut. Et puis, dans le fond, si je vous donne des points, c'est un peu pour ça. C'est que si vous faites bien le travail, vous allez avoir 100%. Si vous ne faites pas la moitié des calculs et des démarches, ben, vous allez avoir moins que la moitié des points. Maintenant, j'aimerais ça que vous me remettiez ça sous forme de PDF. Donc, vous pouvez utiliser Word, vous pouvez utiliser Paint pour faire les petits graphiques, les schémas. Mais une fois que c'est fait, enregistrez-moi tout ça en format PDF. Je ne veux pas avoir des... dans le fond, si vous pouvez travailler à la main aussi. Si vous imprimez des feuilles et vous travaillez au crayon dessus, ça ne me dérange pas. Ça me prend les calculs détaillés quand même de façon claire. Et puis, j'aimerais ça que vous fassiez une compilation de tout ça dans Word et sauvegarder en PDF parce que je ne veux pas avoir des fichiers JPEG là, directement sur ma remise ou sur Mio. Donc, quand vous faites la sauvegarde, vous sauvegardez ça en PDF et n'oubliez pas d'écrire votre nom. À chaque fois, j'en ai qui oublient d'écrire le nom. À ce moment-là, je suis obligé de chercher c'était qui. Et puis ça, je pense qu'on serait capable de remettre ça pour le 5 mai. Donc, mardi, pas demain, la semaine prochaine. Je vous laisse beaucoup de temps pour le faire. S'il y a des questions, j'ai prévu une période de questions cette semaine. Donc, jeudi, on va faire des questions, si jamais vous en avez. Comme d'habitude, à 15 heures. Et puis, on aura une petite heure là, sur Teams si vous voulez poser des questions. Ça me fait plaisir de vous aider là-dessus. Donc, ce serait bien que vous commenciez à l'essayer tout de suite pour avoir des questions pour jeudi, pour être capable de remettre ça sans problème pour le mardi suivant. Donc, les fichiers sont disponibles sur la plateforme Teams. Donc, vous pourrez aller voir là directement. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et gênez-vous pas si vous avez des questions, juste à me contacter. On peut prendre rendez-vous ou vous pouvez faire affaire. Vous pouvez poser vos questions, c'est-à-dire directement dans la période de questions jeudi prochain. Donc, bonne semaine à tous.